Avec Jules Torres, bonsoir Jules. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir à Sarah Salman. Bonsoir Pierre. Avocate et chroniqueuse. Ça c'est mon jeu, je le garde pour tout à l'heure parce qu'il y a des beaux cadeaux à gagner. En cet été sur Europe 1, voilà. Je vous en dis pas plus. Peut-on participer ? Non, on n'a pas le droit. Non, on n'a pas le droit. Voilà, c'est et normal. quels sont les lots ? C'est normal. C'est comme un réparateur de voiture, il peut pas repartir avec la voiture du client. Voilà, on va quand même arrêter de se calmer. Alors, nous avons la démission du gouvernement, Monsieur Torres. Démission avec un, communiqué de l'Élysée ce soir qui dit il appartient aux forces républicaines de travailler ensemble pour bâtir un rassemblement autour de projets et d'actions au service des Françaises et des Français, sachant qu'Emmanuel Macron, en Conseil des ministres, tout à l'heure, avait estimé qu'il était de la responsabilité de son camp de mettre une proposition sur la table en vue d'une coalition majoritaire ou d'un large pacte législatif. Il y en a un autre qui parlait de pacte législatif. Il faut travailler sur les axes programmatiques autour de la préservation des acquis économiques, l'accent sur une réponse régalienne forte, des mesures en faveur de la justice sociale. Ça veut dire qu'il est quelqu'un dans le viseur, Monsieur Macron. Alors là, franchement, s'il y a un de vos auditeurs qui a compris tout ce que vous venez de dire, et c'est pas votre faute, c'est de la faute du président de la République, il est vraiment très fort. Très gentil pour les auditeurs qui, à mon avis, ont très très bien compris, mais pas vous. Moi, je suis pas sûr qu'ils aient compris ce que le président de la République dit. Oui, c'est verbeux. C'est une pensée complexe qui se traduit laborieusement. Il veut un pacte législatif. Ce sont exactement les mots de Laurent Wauquiez qui a dit qu'on ne rentrerait pas dans une coalition. Non, mais il visait l'air, quoi. Voilà. En fait, on va dire quelque chose. Emmanuel Macron exclut du champ républicain le nouveau Front populaire. Il exclut du champ républicain le Rassemblement national. Oui. Ça fait 350 voix. Donc il n'y a pas de majorité. Ouais. C'est ça que Emmanuel Macron n'a pas compris. C'est qu'il peut pendant des semaines et des semaines nous dire il faut bâtir une coalition républicaine qui respecte le parlementarisme, l'état de droit, qui respecte les valeurs européennes et l'indépendance française et la souveraineté nationale. Dans ces deux blocs que vous venez de citer. En tout cas, il n'y arrivera pas. Ou alors il sera obligé de faire voter des lois avec le soutien de ces deux camps-là. Mais sauf qu'ils n'appartiennent pas au champ républicain selon lui. Donc je viens d'entendre l'interview de Bruno Retailleau, c'était très intéressant parce qu'il disait on peut faire un pacte législatif sur l'assistanat, sur la justice des mineurs. Alors pour ces deux textes-là, il faudra les voix du RN. Et vous aurez les voix du nouveau Front populaire contre vous. Donc on ne peut pas faire comme si il n'y avait pas 143 députés RN et comme s'il n'y avait pas 180 députés du nouveau Front populaire. Sur des sujets comme celui que vous venez de citer, c'est simple. En France, il y a deux choses. Il y a une droite et une gauche. Et on peut dire qu'il n'y a plus de clivage, etc. Tout ça, c'est du vocabulaire, c'est de la littérature. C'est ce que nous a montré le second tour de ces élections législatives. Et c'est ce que veulent donc les électeurs. C'est ce que veulent les électeurs et on a bien vu que c'est ce qu'avaient compris un certain nombre de personnalités politiques. Gabriel Attal, on voit très bien qu'il lorgne au centre-gauche. Il a compris que ce ne serait pas à droite que ça se jouerait. Et lui, Darmanin, pour le coup, et Édouard Philippe ont compris que ça se jouerait plutôt à droite. Sarah Salman. Non mais Emmanuel Macron exclut du champ républicain le nouveau Front populaire. Pour les législatives au second tour, il n'était absolument pas gêné de s'allier avec le nouveau Front populaire pour faire barrage au Rassemblement national. Donc moi, je vois pas où est la logique. Pour faire barrage, on peut s'allier avec eux, mais une fois que chacun a récupéré son poste, on peut plus. Donc il faut aussi un petit peu de cohérence et de colonne vertébrale. Personne n'est dupe, je pense. Et Gérald Darmanin lance clairement un appel aux Républicains. Bruno Retailleau dit non. Je pense qu'on l'a tous compris dans son interview. Il ne veut pas de coalition. Pourquoi ? Parce qu'il vise surtout à long terme et il se dit peut-être que le groupe pourrait se griller. C'est une hypothèse. Merci de reprendre mes termes. Familier s'il en faut. Jules Torres, du coup, la suite de tout ça ? La suite, c'est un petit peu complexe parce que déjà, et vous l'avez évoqué dans votre interview avec Bruno Retailleau, c'est qu'il y a quand même un sujet de vide juridique et de respect de la Constitution. C'est-à-dire que là, on a en effet un Premier ministre et des ministres qui vont rester... malgré leur démission en charge, malgré leur volonté pour certains, parce qu'il y en a qui voulaient faire autre chose. Complètement, par exemple, Jean-Noël Barrot voulait s'en aller. Mais Bruno Le Maire avait soi-disant trouvé un travail à l'étranger. Oui, et je crois que ce sera dans le Canard enchaîné demain matin. Ah bon ? À Lausanne. Vous êtes bien enchaîné. J'ai bien renseigné. L'incompatibilité n'est pas dans la Constitution, si je ne dis pas d'erreur. Si, vraiment, je vous promets. C'est l'article 23. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles. Dominique Rousseau, le constitutionnaliste, disait qu'il n'y avait pas... L'article 23 L'article 23 de la Constitution dit les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire. Bon, c'est clair. Tous les constitutionnalistes, alors 90%... il n'y a pas de compatibilité entre la fonction de ministre d'un gouvernement démissionnaire et celle de député.
Ah, donc c'est peut-être ministre. Moi, je vous parle de ministre démissionnaire. Et c'est ce que exactement. C'est justement là la subtilité. C'est uniquement là-dessus. C'est qu'en gros, il y a une sorte de seuil de tolérance qui est à géométrie variable. C'est pour ça qu'on décide de la fin des Jeux Olympiques mi-août. Ils ont plus le droit d'être ministres, mais alors pourquoi ils auraient le droit pendant un certain temps? Le sujet, c'est qu'ils n'ont pas le droit. Parce que comme il y a un vide juridique, ils ont le droit. Oui, mais alors il y a beaucoup de constitutionnalistes qui disent qu'il n'y a pas de vide juridique et qu'ils vont contre la Constitution. Oui, il y en a aussi beaucoup Monsieur qui Rousseau dit qu'il y a un vide juridique uniquement pour les ministres démissionnaires. Et en termes de temporalité, Monsieur Retailleau dit que ça ne peut pas durer plusieurs semaines. J'ai regardé, sous la Ve République, le maximum de temps qu'il y a eu. Un gouvernement des affaires courantes n'a jamais été en fonction plus de 9 jours sous la Ve République. C'était 15 jours en moyenne sous la 4e. Donc 9 jours, et là on envisagerait plusieurs semaines. Déjà, parce qu'on est le 7 juillet, c'est loin déjà, non? On est à... Oui, c'est ça. C'est déjà plus de 10 jours, donc c'est bon, on a Voilà. le est à 9 jours. Et ils vont le rester encore un certain temps, mais surtout, il y a quand même, et c'est fondamental, il n'y a plus de séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. C'est-à-dire que le 18 juillet, on va avoir des ministres qui vont voter pour la présidente de l'Assemblée nationale, puis ensuite pour les vice-présidents, puis pour les questeurs. Alors certes, on vote pas des lois, mais la future Assemblée nationale va être caduque parce que il y a, je crois, 18 ministres qui vont pouvoir voter et influencer le pouvoir législatif. Encore une fois, certains ministres qui sont devenus députés, je pense à Agnès Pannier-Runacher qui était sur ce fauteuil il n'y a pas très longtemps, qui disait voilà, maintenant moi je suis député. Mais il y en a qui souhaitent rester députés. Alors, s'ils voulaient démissionner avant, ils auraient pu le faire. Moi, j'ai quand même vu un certain nombre de ministres qui étaient très contents de rester dans leur ministère pendant un certain nombre de mois, même jusqu'en septembre, parce que ça il faut le dire, il y a des avantages dans la fonction, il y a la voiture à cocarde, il y a les officiers de sécurité, on peut déjeuner, on peut dîner au ministère. Bon, on peut traverser Paris en 15 minutes. On peut traverser Paris et ne pas prendre 400 PV comme vous l'avez dit dans votre journal permanent. Donc oui, aujourd'hui ils disent ça, mais ça les arrange quand même bien de rester dans les ministères. Les pouvoirs du gouvernement vont être extrêmement limités parce qu'ils peuvent rien faire de nouveau, ils peuvent simplement être dans la continuité. Donc je pense que ça peut durer le temps des JO et c'est déjà énorme par rapport à ce qu'on a pu déjà connaître sous la Ve République. Mais là où Monsieur Retailleau a raison, c'est qu'on va vite trouver un blocage si ça dure beaucoup trop longtemps. Ça, c'est une évidence. Cette volonté d'Emmanuel Macron d'aller pêcher, est-ce que c'est une volonté sincère ou insincère? Est-ce que on est vraiment au fond du Titanic et on se dit bah tiens, il me reste encore ça, c'est vraiment la dernière carte dans mon jeu, ou est-ce que il se dit que sincèrement oui, ça serait pas mal, cette coalition, ça aurait de la gueule? Bah moi je le dis honnêtement, le président de la République est quelqu'un d'intelligent. C'est pour ça que je pose la question. Et je ne peux pas croire qu'il pense sincèrement qu'une majorité existe aujourd'hui sans le nouveau Front populaire et sans le RN. Ce n'est arithmétiquement parlant, ce n'est pas possible. Donc je ne peux pas croire qu'il croit sincèrement ça. Alors ça veut dire qu'il faut examiner le coup d'après. Ça veut dire qu'il va faire cette coalition et cette coalition va se faire bâcher. Toutes les coalitions se feront bâcher. Toutes les coalitions se feront bâcher, mais régulièrement. Et donc, c'est le retour à la 4ème République. On parle de coalition avec LR qui ne veut même pas. Donc, en fait... Oui, surtout, ils auraient pu faire cette coalition quand Renaissance avait 80 députés de plus. Là, on a interrogé Bruno Retailleau, qui lui, en plus, est au Sénat. Donc, on peut très bien... Oui, il est majoritaire, en tout cas. Je ne sais pas s'il est tranquille, mais en tout cas, il est majoritaire. Derrière, vous pouvez interroger... Il faudrait interroger les 66 LR de l'Assemblée pour savoir vraiment, intuitu personnel, ce qu'ils pensent. J'ai quand même l'impression que Laurent Wauquiez tient plutôt la barque. C'était un petit peu compliqué au début. On sentait qu'il était un petit peu seul quand il a proposé ce pacte législatif sans la coalition. Mais là, j'ai l'impression qu'il a quand même le soutien de la plupart des députés. Peut-être pas de tous, en effet, mais au moins de la majorité des députés. Mais dans tous les cas, ça fait pas de majorité. Moi, je pense sincèrement que le président de la République, pour se délester au moins d'une partie des discussions, devrait nommer un Premier ministre du nouveau Front populaire qui serait sous le coup d'une motion de censure directement, et au moins ça lui permettrait ensuite de montrer qu'il ne peut pas gouverner avec les Insoumis, et ça ferait retourner le PS. Oui, ça durerait moins de temps que prévu. Je pense qu'il y aurait une motion de censure tout de suite. Ça serait immédiat en fait. Il y aura deux jours après une motion de censure. Mais ça permettrait au moins de montrer qu'avec la France Insoumise... Mais on le sait déjà que si jamais, ils l'ont déjà dit d'ores et déjà qu'il y aurait une motion de censure. Sauf que le problème, c'est que là, pour l'instant, la France Insoumise a la légitimité des urnes, puisqu'ils ont remporté ce second tour législatif. Ils n'ont pas de majorité absolue. Vous voulez dire que même si tout le monde le sait et que sans doute Emmanuel Macron ne le fait pas parce qu'on a dit qu'effectivement il pensait déjà au coup d'après,
sinon il l'aurait fait le 8 juillet ou le 9 juillet, il l'aurait fait immédiatement. Ils savent toujours pas mettre au nouveau Front populaire, ils savent toujours pas qui proposer. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de nom. Oui, enfin à l'époque, il y avait des noms qui étaient... Ça change tous les 3 jours. Il y avait des noms qui étaient proposés et Jean-Luc Mélenchon aurait pu y aller ou même à défaut. Vous savez qu'il y a un article, puisqu'on a un article, il y a quand même l'article 8 qui dit que le président nomme le Premier ministre. Il aurait très bien pu, puisqu'il nous a habitués à lire la Constitution et à l'appliquer telle qu'elle, du coup, sans exploitation ou sans émanation ou sans commentaire de la Constitution, sans les phrases de Monsieur Rousseau ou de Monsieur Mauss ou de Monsieur je ne sais pas qui. Là, en l'occurrence, il aurait pu prendre l'article 8 en disant « Moi, je nomme le Premier ministre ». Les députés du NFP sont les plus nombreux. Dans ces députés NFP, les plus nombreux, c'est les Insoumis. Moi, je pense que c'est ce Donc, je nomme Monsieur Mélenchon. Oui, mais il l'aurait déjà fait. Mais c'est ce que je dis. Il aurait pu le faire le 8 ou le 9. Non, mais le problème, et en fait, c'est un petit peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure et depuis quelques jours, c'est qu'il n'a que des mauvaises solutions et des solutions qui ne fonctionneront pas. Et je vais vous dire, moi, ce que je trouve le plus troublant dans cette histoire, c'est que cette majorité-là... Rachida Dati, elle commence toutes ses phrases par « je vais vous dire ». Je vais vous dire. Je vais vous dire. J'avais jamais remarqué. C'est une phrase de Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui dit c'est Nicolas Sarkozy. Et ce qui est intéressant, c'est que cette situation-là, elle a été provoquée par Emmanuel Macron. C'est lui qui a décidé de tout ça en faisant ce Front républicain, ces désistements, pour empêcher le RN d'avoir une majorité absolue. Mais je peux vous dire, il aurait une situation beaucoup plus confortable s'il était actuellement en cohabitation avec le RN et avec Jordan Bardella. C'est ça la vérité. Mais ça, il ne le fera jamais, vu qu'il estime qu'ils ne sont pas dans le champ républicain. C'est ça la vérité, Jules. C'est ça la vérité. Ah, si c'est ça la vérité. On se retrouve dans un instant avec Jules Torres et Sarah Salbat. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours pas de fumée blanche à gauche pendant ce temps. On va en parler avec Jules Torres du JDD et l'avocate et chroniqueuse Sarah Salman. Toujours pas de fumée blanche. On a annoncé tout à l'heure que le NFP s'était mis d'accord, Eureka, sur le nom du perchoir, c'est-à-dire du président ou de la présidente de l'Assemblée nationale. Mais comme hier, avant d'annoncer le nom qui avait fuité en fait de Laurence Tubiana, on n'a toujours pas le nom de celui ou celle, je crois. Vous l'avez, vous, le nom du perchoir ? Non, mais a priori, il se murmure que ce serait Cyrielle Châtelain. Cyrielle Châtelain, ce serait pas totalement c'est pas totalement inouï, incohérent, oui. parce qu'elle le voulait déjà. Ce serait inouï pour les socialistes. Et elle a surtout eu ce rôle très souvent en tant que remplaçante de Yaël Braun-Pivet. En attendant, sur le nom du candidat à Matignon, toujours pas donc de nom formellement prononcé. Écoutez ce qu'en pensait Sébastien Chenu du RN ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Tous les jours, on nous sort un nouveau nom. Alors hier, on avait une communiste. La France aurait été en 2024 possiblement le gouvernement français dirigé par une communiste qui est hostile au mariage pour tous. Là maintenant, on a une décroissante anti-nucléaire qui, de façon fanatique, appliquerait plus de normes sur notre agriculture, qui taperait le nucléaire. Moi, je prends les déclarations de Madame Tubiana. Donc on est totalement à l'opposé de ce que les Français ont réclamé pendant des semaines et des semaines. Ce sont des non-sens absolus. Mais ça dit quoi ? Ça veut dire que la gauche, non seulement n'était pas prête, évidemment pas prête à gouverner, ça veut dire que son programme est une illusion, est une escroquerie totalement absolue vis-à-vis de ses électeurs. Ils ne sont d'accord sur rien, ces gens ne sont pas prêts, ces gens ne sont pas sérieux, ces gens sont dangereux. Alors voilà ce que disent justement les gens de gauche. On commence par Manuel Bompard. Si c'est effectivement ce profil sur lequel travaillent nos partenaires, je tombe de ma chaise, puisque il s'agit de nous proposer une personne qui signait il y a 4 jours une tribune dans laquelle elle appelait à constituer une coalition et un programme commun avec les macronistes. Et depuis 8 jours, le Parti socialiste a mis des vétos systématiques sur l'ensemble des propositions que nous faisons sur ce point. Et s'il s'agit désormais de revenir avec les macronistes qui ont été chassés par les électrices et les électeurs au moment des élections législatives, c'est une proposition qui ne me semble pas sérieuse. Voilà, donc Manuel Bompard qui réagissait au nom de Laurence Tubiana. Mais il a raison, elle n'est pas du tout LFI compatible, elle est plutôt Macron compatible. Elle a été pressentie à 2 reprises pour rentrer au gouvernement. C'est ce que disent les Insoumis. Mais ils ont entièrement raison. Mais à partir, pour une Thomas, enlève ton masque. Mais oui, parce qu'à partir du moment où elle a à 2 reprises, elle aurait pu entrer au gouvernement. T'imagines, il y a Sarah qui enlève son masque et puis c'est Fantomas. Non.
Qu'est-ce qui vous arrive? Pas rien. Non mais voilà. Thomas, le livre de la jungle. Ouais. Je dis simplement, voilà, de ce point de vue-là, il a raison. Et comment vous voulez comment vous voulez qu'ils soient tous d'accord alors que c'est une alliance de pacotille? Quand vous avez d'un côté le PS, LFI, les écolos, ils peuvent pas tomber d'accord si à l'origine ils n'ont même pas les mêmes convictions. C'est normal qu'ils n'arrivent pas à tomber d'accord sur un candidat, pas sur une personne. Je vous réponds, Jules Torres. Qu'est-ce qui m'arrive? Il m'arrive qu'on est totalement dans une fiction, qu'elle soit animée ou pas animée. On est dans un vaudeville, relisez les pièces de Beaumarchais, vous allez vous retrouver exactement dans la situation dans laquelle on se retrouve. Moi, je bois vos exemples, que ce soit de Kipling ou de Fantomas. Si vous voulez. Bon, alors, comme on a entendu justement Manuel Bompard s'offusquer du nom de Laurence Tubiana. Il y a Huguette Bello aussi qui a décliné l'offre, comme si c'était Matignon qui avait fait une offre. Écoutons, c'est Olivier Faure. Je ne vois pas au nom de quoi il faudrait considérer que quand il y a 3 formations politiques sur 4, et en réalité une majorité de parlementaires du Front Populaire qui sont prêts à accepter cette candidature, je ne vois pas en quoi il faudrait considérer que la parole d'un seul s'impose à tous les autres. Moi, je n'ai jamais imposé la parole des socialistes face à tous les autres. J'ai toujours considéré que quand il y avait un fait majoritaire qui s'exprimait, il fallait en tenir compte. Donc voilà, il faut que maintenant on réfléchisse, qu'on se parle et qu'on reprenne la discussion dès aujourd'hui parce que nous ne pouvons pas attendre. Faut qu'on réfléchisse, faut qu'on parle, mais ça fait pas 10 jours qu'ils réfléchissent et qu'ils parlent. Non mais, faut qu'on réfléchisse, faut qu'on parle, alors que ça fait 10 jours qu'ils nous cherchent un nom. Donc, ils n'ont pas réfléchi, ils n'ont pas parlé. Moi, je trouve ça assez inquiétant. Hein. Ça m'arrive assez rarement, mais j'aimerais vraiment réfléchir en ce moment être de gauche. C'est-à-dire qu'on assiste à un théâtre. Mais en temps normal, vous avez envie d'être de gauche. Vaudeville. Non, mais c'est pour ça que j'ai dit ça m'arrive assez rarement. Il y a deux Fantomas. Donc on a eu en effet, on voit bien que tout est cristallisé autour de Mélenchon, qui lui veut absolument être à Matignon et donc il va faire échouer, capoter toutes les alliances et tous les noms possibles. On a eu ensuite Huguette Bello qui, comme Pierre l'a justement rappelé la semaine dernière, est au Parti communiste depuis 1974, au moment même où Georges Marchais prenait ses ordres de la part de Brejnev à Moscou. On a ensuite Madame Tubiana qui, en effet, n'est pas très LFI compatible, qui vient de la Ligue communiste révolutionnaire, ancienne proche de Lionel Jospin, qui a soutenu François Hollande et qui a ensuite été, et qui a fricoté avec la Macronie, qui a failli rentrer au gouvernement et qui a finalement obtenu la coprésidence de la Convention citoyenne pour le climat. Bref, les électeurs de gauche, ils ne se reconnaissent dans rien. Et les électeurs de droite ne se reconnaissent dans rien. Il y a 10 millions de Français qui ont voté pour le RN et ils auraient pu se retrouver avec une communiste ou une ancienne de la Ligue communiste révolutionnaire. Et on a, comme le rappelait Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, ici même, dans les Échos aussi, mais ici même hier soir, on a une dette de 3600 milliards d'euros en 2027 si rien n'est fait d'ici là. Ça veut dire qu'on paiera 86 milliards d'euros chaque année d'intérêt de la dette. 86 milliards, ça veut dire qu'en gros, on ne peut plus investir dans rien. Ni la justice, ni la police, ni la défense, ni l'éducation, ni rien du tout. Terminé. Voilà. Et par les bons instituts pronostiquent un coût du budget du nouveau Front Populaire, du programme du nouveau Front Populaire, à hauteur de 192 milliards d'euros par an. Donc vous voyez bien où on va aller, c'est-à-dire dans le mur. On peut égrener toutes les mesures que propose la France Insoumise et le nouveau Front Populaire. On va pas du tout s'y reconnaître, notamment sur l'impôt sur le revenu. Quelle couleur avez-vous choisi pour le mur? Puisque vous aimez mes petits sons, François Ruffin, tiens, on l'a pas écouté, François Ruffin. C'est une honte. Et nos dirigeants, là, se pas à la hauteur des gens qui ont glissé un bulletin de gauche dans l'urne en y mettant un peu d'espoir. Donc maintenant, il faut en cesser avec les apparatchiks et avec les cartels des partis. Il faut sortir de ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est par un chifoumi? Est-ce que c'est en tirant à la courte paille qu'on trouve enfin un nom pour Matignon? Ou c'est simplement, quand on est en démocratie, par le vote? Il y a des députés Nouveau Front Populaire. Il faudrait faire ce qu'on a fait au moment de la Révolution française, où on les a réunis le tiers-état dans la salle du jeu de pommes, les réunir à part et que eux, au moins, aient la dignité, l'honneur de se mettre d'accord sur un nom pour Premier ministre. Quand on voit ce que font les partis aujourd'hui, c'est à désespérer les gens. Voilà, c'est désespérant, dit François Ruffin. Oui, c'est navrant même. C'est assez navrant, mais François Ruffin a beaucoup pris ses distances avec Monsieur Mélenchon aussi. Oui. D'ailleurs, on a Madame Garrido, Madame Autain qui ont essayé de créer une sous-entité. Alors, je suis pas sûr que ce soit très efficace. Ils vont chez les écologistes. Oui, ils vont chez les. Donc, oui, une sous-entité. Dans le troisième groupe du Nouveau Populaire. Oui, bon. Donc, bon. Non, mais on s'éloigne, mais pas trop loin non plus. C'est que personne ne veut reconnaître ses torts dans cette histoire. C'est-à-dire que
on l'a dit, Jean-Luc Mélenchon suscite un rejet et ne pourra jamais être quelqu'un qui fait consensus à gauche. Mais par ailleurs, les socialistes et les écologistes ne veulent pas reconnaître que finalement, le premier groupe dans le Nouveau Front Populaire, c'est les Insoumis, c'est eux qui ont le plus de députés. Donc, ce serait normal que le nom qui soit proposé vienne de la France Insoumise. Ils en ont proposé 4, dont celui de Jean-Luc Mélenchon, mais il y en a 3 autres, notamment Manuel Bompard et Clémence Guettet. Donc, c'est aussi... Et Mathilde Panot. C'est le quatrième. Pardon d'avoir oublié Mathilde de Panot. Mathilde de Panot. Vous l'anoblissez. Ça particule. Mais donc... En fait, comme Emmanuel Macron, la gauche n'a aucune bonne solution. Les socialistes ne veulent pas reconnaître le scrutin. Macron ne veut pas reconnaître le scrutin. Les écologistes non plus. Il fallait pas faire une alliance dans ce cas-là. Il fallait que chacun fasse son truc de son côté. Après, il ne faut pas s'étonner qu'on trouve aucun consensus. Si on fait un truc chacun de son côté, ça fait pas de coalition. Donc ça fait des petits groupes. Là, on est vraiment pour le coup dans la 4e République. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un comparatif dernièrement. Je crois qu'on est bientôt à 9 ou à 10 groupes politiques, ce qui fait qu'on est plus ou moins dans le ratio de la 4e. Ouais, je crois que même on dépasse les 10. On en avait parlé, je crois, la semaine dernière. On était à 9, je crois, le maximum. C'est qu'il y en a 4 au centre, 5 à gauche, 4 à droite et plus à droite. Donc, on comprend plus grand-chose. Bon, on comprend plus grand-chose et on continuera d'essayer de comprendre puisque c'est là notre métier et non pas notre projet. Merci Jules Torres, merci Sarah Salma.